Nous avons une chose en commun. Nous sommes dans le spectre autistique. Je m'appelle Louis et j'ai 23 ans. Je m'appelle Aurélien et j'ai 26 ans. Je m'appelle Guillaume Degliagossi et j'ai 26 ans. Je m'appelle Philippe Machado et j'ai 21 ans. Vous avez rencontré plusieurs personnes sur le spectre autistique, mais c'était juste un petit échantillon par rapport à toutes les personnes autistes qu'il y a. Naomi, elle est intéressante parce que justement c'est une personne qui... nous parlions des différentes formes d'autisme aussi que nous rencontrons, qui ne sont pas toutes pareilles. Elle a beaucoup de peine avec le langage verbal, elle a des difficultés assez visibles de ces côtés-là, mais elle est en même temps quelqu'un de très social justement. Alors que certaines autres personnes parmi nous ont peut-être plus de peine des fois avec la communication sociale, plus d'angoisse sociale qu'elle. Elle a le contact très facile. Ça c'est Naomi. C'est Naomi ça. Oui, on verra Naomi là-dedans. Nous allons voir quels animaux aujourd'hui, Naomi? Moi. Toi? Toi. Moi? C'est toi. C'est moi les animaux que l'on voit. On va un petit tour. Oui, nous allons faire un petit tour. Nous allons voir quels animaux. Voilà, c'est ma chambre. Ah, je vois. Et c'est l'espace, c'est ton territoire par ici. Oui, on peut dire ça. Ouais. Tandis que l'autre lit, c'est le territoire de ma sœur. C'est la médaille que tu as remportée au judo? Non, à la grande course de l'escalade, la 36e. Ah oui, c'est le n'amuse pas. Tu portais le symbole d'autisme à Genève, c'est juste. Oui, c'est juste. Comment ça se passe, le fait que tu partages ta chambre avec ta petite sœur? Ça se passe bien. Comment tu gères si ta sœur vient ici avec des amis à elle? Je les laisse jouer tranquillement. Et tu as des amis, toi? Oui, Et tu les fais venir chez toi? seulement chez mon père. Comment tu t'entends avec ton frère dans la chambre? Bien. Enfin, pas très... Souvent, ça va pas très bien et souvent, ça va très bien. Et pourquoi? Parce que moi, j'embête mon frère, ensuite, lui, il m'embête, ensuite, après, moi, je cours vers ma maman, ensuite, il se fait punir, ensuite, après, moi, je me fais punir, et ensuite... Avec ton frère, tu t'entends bien? Je m'entends bien. Bien qu'il m'arrive de ne pas m'entendre bien avec lui. Dès que je fais une chose qui ne lui est pas de son goût, le plus souvent, il peut avoir une réaction très froide. Surtout quand, après qu'il fasse un peu le pitre en m'imitant. Et est-ce qu'il t'est arrivé à prendre la défense de ton frère envers les autres personnes, ça? Parfois, quand une de mes copines elle l'embête, je prends sa défense parce qu'elles n'arrêtent pas de l'embêter. L'embêter comment? On se moquait de lui, c'est ça?
Et t'arrives d'expliquer à tes amis d'arrêter de se moquer de ton frère? Oui. Bah, je leur dis vous devez arrêter parce que ça peut blesser l'autre. Le moteur du bus fait. Balian, il fait des cours de guidance parentale. Comment se passent ces cours? Alors, ces cours, c'est pour essayer de soutenir Balian mieux, pour essayer de faire en sorte qu'il fasse son petit chemin. On n'essaie pas de le forcer, mais juste de lui donner un coup de pouce pour qu'il avance. Les bébés dans le bus font. Toute la journée. Bravo Balian. Et on tape là. Wouh! On tape dans la main de maman? Ouais, c'est très bien. Alors, est-ce que vous savez quand le diagnostic de Balian a été, disons, établi? La première fois, maman est venue avec Balian à mon cabinet sur Genève quand Balian était tout petit. Mars 2013. Oui, il allait avoir presque 22 mois. Voilà, presque 2 ans. Et puis là, effectivement, on avait un enfant qui présentait pas mal de symptômes. Alors, on a commencé déjà une prise en charge à domicile en attendant d'avoir un diagnostic parce qu'en France, les démarches, elles sont très longues. Et il y a une grande liste d'attente. Et par contre, en parallèle, on a inscrit après les parents à la recherche à l'Université de Genève pour avoir un diagnostic formel qui a été établi il y a 1 an et demi aussi, un peu plus. Oui, ça a été très vite. En juillet, on avait déjà juillet 2000. Et puis là, on a eu un diagnostic officiel. Est-ce qu'il y a des fois où vous poussez un petit peu Balian à faire des choses qu'il n'aime pas beaucoup? On ne l'oblige pas, mais on montre une voie où ça lui coûte un peu parce que ça sort de ses intérêts. Ça ne l'intéresse pas à la base que nous, on aimerait. Parce qu'il a juste d'autres intérêts qui seraient peut-être d'aligner les cubes. Par exemple, comme on a fait tout à l'heure, si je reprends l'exemple du jeu. Balian, ce qui l'intéresse avec ce jeu-là, c'est d'aligner. Je ne vais pas le forcer, mais je vais lui montrer, en lui prenant les mains, comment on peut faire pour réussir l'activité et avoir du plaisir à jouer avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que malgré tout, on essaye de provoquer quelque chose. Oui. C'est réparé. Alors, bon, moi, de mon point de vue personnel, je me dis que ça, on n'a pas le droit de forcer les gens à faire des choses qu'ils n'aiment pas trop, mais disons, les pousser un petit peu, mais trouver une certaine limite. C'est toute là la difficulté du travail avec les enfants et avec les parents. Après, des fois, moi j'ai toujours en tête que certains enfants sont très bien comme ils sont. Et nous, on veut les changer dans le sens où on sait que si on les laisse comme ça, ils auront plus de difficultés à être dans la vie et d'avoir un travail. Parce que notre société, toutes les personnes qui sont avec des différences, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai que parfois, comme tu dis, on a des limites et il faut se garder ces limites-là parce qu'après, sinon on tombe dans l'extrême et souvent on dévie vers la maltraitance. Mais c'est vrai qu'on fait des choix pour lui. Mais j'ai envie de dire, je le fais aussi avec mes aînés qui n'ont pas d'autisme. En tant que parents, on fait des choix pour nos enfants. Et parfois, c'est des choix qu'ils n'auraient pas forcément souhaité comme ça. Et puis finalement, ils essayent et ça se passe bien. Mais c'est vrai que pour Balian, effectivement, la question se pose encore plus. Parce qu'il a encore plus de mal à nous dire que c'est difficile ou que c'est pas possible. Et nous, peut-être encore plus l'envie d'essayer au-delà de tout ça. C'est l'hélice. On s'envole. À toi, t'as vu? Ouais! Bonjour Nathalie. Bonjour. Tu es la sœur de Sandra. On est venu ici pour l'interviewer, mais on apprend qu'elle ne se sentait pas prête
je me demande pourquoi. Parfois, elle a de la peine à exprimer ce qu'elle ressent, donc elle a peur de ne pas bien expliquer ou de ne pas savoir quoi dire. Du coup, ça ferait des moments assez gênants pour elle. Sachant que ta sœur Sandra a un don pour le dessin, est-ce que tu peux me montrer comment elle dessine? Donc, elle a d'abord créé un personnage qui s'appelait Blue Fire, mais c'est vite devenu en fait Jaipa, où il est représenté un peu différemment. Puis elle a commencé à le rendre un peu plus anthropomorphe, je crois que c'est comme ça qu'on compte, en le mettant sur deux pattes seulement et puis en commençant à l'habiller. Mais ces derniers temps, elle a dit qu'elle avait recommencé à le rendre plus lion, donc en le remettant à quatre pattes sans habit. Vu qu'elle dessine si bien, je me demande si c'est aussi sa façon de communiquer, le dessin. Oui, je me souviens quand elle était plus petite et que par exemple elle était fâchée, elle prenait un post-it et puis elle dessinait un visage en colère puis elle le donnait à ma maman pour qu'il y a ça. Et puis quand elle l'offre, il y a des dessins qu'elle veut les montrer, forcément ça sert un peu à communiquer puisque ça enclenche les dialogues. Et puis sur son site DeviantArt, comme elle reçoit des commentaires sur ses dessins, elle y répond et du coup ça fait aussi une communication même si c'est online. Ensuite, c'est qu'on on a bien sûr les Jaipa, puisque aussi on prend un peu par marque de fabrique, c'est son avatar, c'est sa mascotte. Et c'est très sympa. Vous avez été diagnostiqué d'autisme, ça s'est fait un petit peu tard. Ouais, en effet, c'était il y a 2 ans. Ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui ai poussé à ce que je fasse des tests, justement. Après, quand vous avez su ce que vous aviez, est-ce que ça vous a apporté un plus ou... Ouais, c'était important que je sache, parce que ça a permis à ce que j'ai moins de culpabilité, quoi. Quant à ce que j'étais, ce que je faisais, j'ai eu moins de culpabilité parce que j'ai l'impression que c'était ma faute, que si je faisais plus d'efforts, j'arriverais à mieux m'intégrer, à pouvoir faire comme les autres, aussi bien. Ouais, donc j'étais content d'avoir ce diagnostic. Est-ce que vous connaissez vos limites ou dans ce que vous savez faire ou ce genre de choses? Ouais, en matière d'interaction, très vite ça semble tourner au malaise mutuel. Ouais, j'évite quand je peux, quoi. J'évite alors qu'avant j'essayais de socialiser un maximum parce que ça réussissait aux autres. Et puis je voyais pas de raison que ça ne réussisse pas avec moi. Mais bon, ça c'était vraiment le diagnostic, quoi. Moi j'ai fait un peu du nid et puis je suis impressionné par ceux qui y arrivent parce que je sais pas, il y a quelque chose qui manque, quoi, pour réussir. Donc je pense que j'aurais réussi, mais ça me prenait beaucoup plus de temps que la moyenne. Et puis pour un résultat un peu satisfaisant, donc j'ai arrêté. Le truc c'est que j'ai du mal à communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. C'est pire pour moi d'écrire quelque chose que de le dire. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Je me suis dit c'était peut-être ma manière à moi de communiquer. Comme si ça n'a pas grand-chose à voir avec mon vécu ou le vécu actuel. C'était genre beaucoup de châteaux et d'expéditions romaines. Ça peut être des passions qui peuvent parfois aider à s'exprimer. Les possibilités de communication sont, à mon sens, infinies. Il suffit de trouver la bonne.
Ça peut être oral, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être les gestes, ça peut même être des paysages ou la photo. Je pense que philosophiquement, je suis d'accord, mais c'est vrai que pour interagir avec les gens, il n'y a quand même rien d'autre de mieux que la parole et l'écrit. C'est à l'espace 34 que j'ai fait la connaissance de Georgie Oates. Son don pour le dessin ainsi que sa vitesse m'ont ébloui. Peut-être qu'un jour, qui sait, il deviendra illustrateur de livres pour enfants. Bon. Alors là, on va faire le portrait de Leïla. Tiens, regarde, elle a même un deuxième là au cas où. Oh, what is that about? Where's my ear? Who's in my ear? Say hello to them, guys. And it shows that everything is popping. No, Kiraki. No, Bagheera. Non, Bagheera. No, James. No, James. No, Pip. No, Georgie Thomas. gentil. No, Thomas. Ok? No, Thomas. No, James. No, James. Calmez. Calme. Yes. Bravo, Georgie. Non. Ok. Ne crie pas. Ok, chérie. Ne crie. À tout à l'heure. Ne crie pas. Ne crie pas. Ne crie. Super, merci beaucoup, Georgie. Ok, super. Bravo. Voilà mon dessin. Tu dis merci, Georgie. Merci. Regarde, regarde. Au revoir, merci. À la prochaine. Qu'est-ce qui t'a entamé en fait le processus pour obtenir ce diagnostic? Bon, moi, il faut savoir que je vois des psychiatres, je pense que depuis que j'ai 4 ans à peu près, qui m'ont à peu près donné tous les diagnostics possibles, à savoir bipolarité, schizophrénie, enfin, je pense que toutes les maladies mentales qu'il y avait dans le compendium sont passées sur ma personne. Et puis un jour, je suis tombée dans, je crois que c'est dans le Femina ou je ne sais plus quel journal, sur un article sur le syndrome d'Asperger et ça a fait écho à énormément de choses et je me suis dit que finalement ça me correspondait assez bien. Au départ, j'y croyais sans trop y croire parce que je me disais c'est quand même un peu étonnant d'être diagnostiqué autiste à un âge aussi avancé. Et puis après j'ai entamé des démarches par moi-même parce que autour de moi j'avais pas énormément de soutien. Et puis ben voilà, j'ai eu un rendez-vous et puis j'ai été diagnostiquée en juin dernier. Comment ça s'est passé après le diagnostic justement du coup Finalement, c'est un peu tard pour qu'au final, ça change vraiment quelque chose dans mon quotidien parce que maintenant, j'ai, je pense, développer des stratégies qui me permettent de m'adapter relativement bien dans certaines situations qui seraient problématiques, fait qu'ils sont toujours, mais en tout cas, j'ai, disons, des mécanismes que je peux mettre en place et qui sauvent la mise la plupart du temps, mais ça n'a pas changé grand-chose, ça a juste mis en lumière certaines choses que j'avais pu faire par le passé ou qui avaient pu m'arriver, comme certaines phobies que j'avais pu avoir ou certaines hypersensibilités. Et puis, du coup, tout s'est un peu emboîté comme si finalement j'avais découvert la dernière pièce du puzzle et que j'avais pu juste la rajouter. Il y a cet aspect dont on parle beaucoup moins. Quand on parle de l'autisme, on parle beaucoup des problèmes sociaux, des difficultés sociales, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aussi, souvent de l'extérieur, en tout cas, on parle un peu moins de cet aspect aussi des hypersensibilités.
Ouais, ben, en ce qui me concerne, ça c'est vraiment quelque chose avec lequel je deal depuis que je suis assez jeune en fait. Puis pour moi, ça a toujours été, la vue, ça a toujours été un peu le sens que je privilégie le plus finalement. Mais tous les autres sens aussi, ils sont assez développés. Les odeurs, c'est terrible. Moi, je prends le train hyper souvent. Et puis, je pense qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le train, je sais qu'il va puer et qu'il va venir vers moi s'asseoir et qu'il va puer à côté de moi, quoi. Alors du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais un foulard et je mettais du parfum dessus, que j'aimais bien, j'ai un parfum que j'aime bien. Et puis j'en mettais à fond, puis quand il y en avait un qui puait, comme ça je pouvais me coller dessus, et puis comme ça je pouvais plus penser, sinon ça peut me rendre malade, quoi, vraiment, ça me rend dingue. Ce qui me posait le plus de problèmes, en fait, quand j'étais plus jeune, c'était la l'ouïe, parce que j'avais vraiment une hyperacousie, puis tout ce que j'entendais, c'était beaucoup trop fort, et puis j'avais vraiment des phobies complètement absurdes, du genre, quand j'avais 4 ou 5 ans, j'avais peur des horloges, mais ça me faisait peur, mais je pouvais pas aller chez des gens que je connaissais pas, parce que s'ils avaient une horloge qui se mettait à sonner, pour moi, c'était l'enfer, quoi. C'est aussi tout ce qui est effectivement les fonctions exécutives, tous les troubles un petit peu d'organisation du temps, de gestion de tout ça. Mais moi, j'organise vraiment tout, et puis il faut que tout soit organisé et que je sache exactement comment ça va être, combien il y aura de personnes, combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes. Si je dois aller dans un bâtiment, il faut que je sache s'il y a un digicode à l'entrée, il faut que je sache s'il y a des escaliers ou s'il y a un ascenseur. Après, il faut que je sache si par exemple, il y a un numéro au-dessus de la porte, il faut que je connaisse le numéro. Et s'il y a un truc qui change là-dedans, ça peut me faire perdre complètement tous mes moyens, en fait. Le problème du couple, moi, ça me pose vraiment un vrai problème, parce qu'au début, ça va, puis après, je suis toujours dans une position où il faut faire beaucoup d'efforts pour moi, et puis au final, j'ai plutôt envie d'être seule, puis qu'on me touche pas, en fait. Du coup, c'est assez compliqué pour la personne qui vous aime de devoir supporter un truc comme ça, en fait. Enfin, c'est comme tous les sentiments qui peuvent aller avec, genre être amoureux ou aimer quelqu'un, ou comme ça. Moi, j'ai quand même de la peine à pouvoir dire ce que c'est, quoi. Je pense que c'était amoureuse comme dans les films, je pense que seulement 2 fois. Puis encore, ça dure pas bien longtemps, et puis après, je sais pas trop ce qu'il faut faire, franchement. Je me suis jamais trop posé la question de savoir. On m'a élevée comme une fille, alors du coup, quand j'étais petite, c'est vrai que je portais plutôt du rose, je crois. Et puis après, j'ai eu toute une période quand j'ai eu, je crois, 6 ans, à peu près. Non, 7 ans, où en fait j'étais persuadée que j'étais un garçon. Du coup, j'ai demandé à ma mère de me couper les cheveux. Et du coup, elle m'a coupé les cheveux. Et puis, donc du coup, je ressemblais vraiment à un garçon, du coup. Mais pour moi, ça avait pas vraiment une importance symbolique. Je ne demandais pas particulièrement qu'on m'appelle par un prénom de garçon ou quoi, mais disons que c'était comme ça que j'avais envie de me sentir le mieux. En tout cas, j'avais envie de ressembler à ça. Et du coup, je portais que des shorts et des pulls. Puis ça, je l'ai fait jusqu'à ce que j'ai 15 ans, à peu près. Mais voilà, je suis sortie avec un garçon, une fois je suis sortie avec une fille, puis pour moi, c'est la même chose, en fait. J'ai ni de honte, ni de préjugés, ni quoi que ce soit, parce que ça fait vraiment con de dire ça pour, je pense, la plupart des gens, mais pour moi, c'est des rencontres avec des gens, et puis quand je me sens bien avec quelqu'un, c'est déjà tellement rare que si encore je dois attendre que ce soit un garçon, franchement, ça va être trop long, quoi. Du coup, pour moi, j'ai pas de problème avec cette ambiguïté-là, parce que j'arrive vraiment à visualiser mon genre, mon côté féminin et mon côté masculin, et puis j'arrive très bien à voir en quelle proportion ils sont et quelle balance ils ont. Des fois c'est que masculin, des fois c'est que féminin, des fois c'est les deux, des fois c'est un mélange. Et puis pour moi, ça me pose pas de problème d'avoir cette ambivalence de genre. Ça, c'est vraiment un des trucs pour lequel je suis assez contente d'avoir ce syndrome, parce que j'arrive vraiment à intérioriser ça.
Et dans le monde, nous sommes, je crois, à peu près au moins une personne sur 88, donc si on prend le même degré qu'en francophonie, nous sommes juste énormes et extrêmement diversifiés. Je pense que c'était une expérience qui nous a plu. Moi, ça m'a plu, mais aussi ça m'a ravivé des souvenirs et ça m'a permis aussi d'une certaine façon, de mieux me comprendre moi-même. Parce qu'en rencontrant d'autres personnes, on peut aussi se retrouver. Tout peut nous séparer, mais pourtant, on est plutôt proches. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très important et je pense très utile aussi de savoir que ça puisse continuer, ces rencontres, etc. et puis d'avancer, parce que je pense que des personnes autistes aussi qui se rencontrent entre elles aussi sur les différents endroits du spectre, plus ces rencontres vont se passer, mieux il y aura des tas de choses qui pourront en ressortir. Il suffit simplement que nous prenions un petit recul. Et que nous prenions le temps de nous découvrir, de nous voir, de nous rencontrer, puis de faire avancer les choses. Je pense que notre vision même du spectre autistique va être beaucoup évoluée si les rencontres se continuent comme ça, pour le mieux.